Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire au cours duquel Philippe Marie-Jeanne va nous parler de l'audit des modèles, des enjeux et perspectives et comment l'audit s'adapte à l'intelligence artificielle. Philippe, c'est pas vraiment utile de le présenter, on le connaît depuis longtemps, c'est un actuaire qui a été très branché sur le numérique et le big data dès la première heure. Il est aujourd'hui patron au niveau du groupe AXA de l'audit finance et risk management interne. Et il va donc développer ce sujet. Je vous rappelle que, bien sûr, vous êtes invités à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Pour celles qui ont un caractère d'urgence, quelque chose qui n'aurait pas été du tout compris, on interviendra pour pouvoir corriger. Sinon, on traitera les questions à la fin. Alors, je ne suis pas toute seule parce que nous allons entourer avec le chat et avec ce qu'on appelle les panélistes, c'est-à-dire les gens qui ont le micro. Eh bien, nous avons Brigitte Dubu, que je vais laisser se présenter, et Nicolas Marasco qui va se présenter également. Allez-y. Bonsoir à tous. Donc Brigitte Dubu, je suis actuaire, un peu à la retraite, mais pas complètement parce que je suis aussi administrateur d'une compagnie d'assurance et présidente du comité d'audit. Et c'est avec cette casquette que je m'intéresse évidemment à l'intelligence artificielle. Nicolas. Nicolas Maresco, Massif, et au niveau de l'Institut, je participe avec Pierre Valade à la commission ORM. Dans ce cadre-là, avec Florence, nous co-animons un GT anticiper les risques en univers incertain, dont des volets intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Philippe. Voilà, et moi-même, je suis comme Brigitte, Claire bien sûr, et tout à fait intéressée par le sujet pour les mêmes raisons, notamment que Brigitte, où je suis aussi administratrice d'une société d'assurance et également président du comité d'audit et des risques. Donc, nous allons boire les paroles, pomper, essayer de pomper tout le savoir de Philippe. Et bon, c'est déjà que c'est perdu d'avance, mais on va quand même progresser. Et donc, sans plus tarder, je lui passe la parole. À toi, Philippe. Merci Florence. Avec une telle entrée en matière, je vais avoir du mal à continuer. On voit pas je vois pas la présentation, si c'est ça. Voilà. Ok. Peut-être passer au slide suivant, juste pour vous préciser où je suis au sein d'AXA. Je suis au sein du groupe. Donc, je suis aussi en charge de l'audit risque et finance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'audite les principales fonctions groupe au sein donc, du GIE AXA, et je m'occupe aussi de coordonner des audits parfois avec les entités locales, mais il y a des audits d'auditeurs locaux. Et j'ai aussi, et c'est d'ailleurs plus proche de nos sujets, j'anime aussi la communauté des actuaires de l'audit, mais monde entier. Voilà. Et ça comprend environ des actuaires, on va dire, diplômés. On en a une trentaine dans la famille de l'audit. Donc, vous voyez, pour un groupe comme AXA, ce n'est pas si gros que ça. Et on en a environ 80 qui ont des connaissances actuarielles dans la famille de l'audit. Alors, le but de cette présentation, c'est à la fois de vous dire un mot sur ce que fait un actuaire qui fait de l'audit. Qu'est-ce que fait l'audit? Alors, comme je disais tout à l'heure à Florence, il y a 2 ans, vous m'aviez demandé ce que c'était que l'audit et que faisait un actuaire à l'audit. J'aurais été incapable de vous donner une réponse très structurée. Donc, je pense que certains d'entre vous vont peut-être avoir une utilité à comprendre ce sujet-là parce que c'est quand même très particulier. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer dans le monde des modèles comment les actuaires sont impliqués, et c'est surtout autour du risque que je vais baser ma présentation. Et puis ensuite, comme on était quand même dans un atelier autour de l'intelligence artificielle, je vais vous parler un peu de comment l'intelligence artificielle entre dans nos métiers, à la fois en tant que sujet d'audit, c'est-à-dire regarder comment les autres utilisent l'intelligence artificielle, mais aussi comment nous, on l'utilise.
Voilà, et je ferai une petite conclusion. Et évidemment, l'avantage que j'ai là-dessus, c'est que j'ai une vision très panoramique du sujet, puisque je vois à peu près je vois beaucoup de choses qui se font. Alors, d'abord, commencer peut-être à préciser que les modèles, ça devient donc le slide suivant de plus en plus important dans le contexte. D'une part, parce que, et je l'ai souvent dit dans d'autres présentations, le terrain devient de plus en plus large pour les modèles. Les modèles, on va dire, où on fait de la modélisation ou de risques ou de choses qui s'en rapprochent. Et on va parler aussi bien des choses classiques, pricing, reserving, risk, mais après, on a aussi tout ce qui va toucher autour des sujets de conformité avec le devoir de conseil, tout ce qui va toucher des sujets opérationnels avec la fraude, avec le marketing. Donc, on est de plus en plus large. Ensuite, c'est des modèles qui deviennent de plus en plus intégrés dans des processus critiques parce que, en fait, on a besoin avec le digital et on a besoin avec certains types de modèles, j'en reviendrai dessus, à parfois gérer ça en quasi temps réel ou à être dans des processus industriels. Et donc, on verra aussi plus tard, c'est vraiment pour moi un des éléments qui fait changer la nature de ce qu'on va regarder sur les modèles. Et dernier point, les modèles deviennent de plus en plus sophistiqués. Alors, je parlerai d'hybridation parce que, on en parlera aussi tout à l'heure, on fait des choses, des parties de modèles qui vont être de l'intelligence artificielle, du machine learning. Mais voilà, c'est une évolution, on en reparlera, qui est de plus en plus importante. Alors, maintenant, sur le contexte et sur l'audit, peut-être, moi qui ai fait toute ma carrière en première ligne, puis ensuite en deuxième ligne, maintenant je me vois là en troisième ligne. Donc la troisième ligne présente un avantage. Je vous rappelle que l'audit, c'est une fonction clé. Le responsable de l'audit, en tout cas, mon patron, qui est Amaury de Varanguin, qui est le patron de l'audit du groupe, c'est une fonction clé soumise à l'article 271 du règlement délégué. Être en troisième ligne, c'est un avantage parce que ça permet de garder son indépendance avec une approche des risques qu'on choisit. Et on exerce notre jugement avec un cycle relativement long, ce qui nous permet de regarder des choses. Et alors, un avantage et un inconvénient, puisqu'on est entre actuaires, c'est un avantage parce que pour tout ce que je vous indiquais avant, avec l'analyse par les risques, mais c'est aussi un inconvénient pour certains acteurs parce qu'on est justement indépendant et donc on n'est pas impliqué dans tout ce qui est production. Donc, un actuaire qui va travailler en troisième ligne, effectivement, il va surtout regarder ce que font les autres, il va analyser beaucoup de choses, mais il ne va pas donner de solution, il ne va pas produire parce qu'il doit rester indépendant. Voilà. Je ne m'étends pas plus parce que je pense que malgré tout, les trois lignes, vous voyez, c'était écrit, vous voyez ce que c'est. Nous, effectivement, on va travailler on va s'appuyer sur ce que font les autres lignes, mais on va garder notre indépendance. Alors, peut-être en un mot sur le slide suivant, la raison d'être de l'audit, c'est vraiment de fournir ce qu'on appelle une assurance sur les opérations et l'organisation pour s'assurer que les contrôles sont en place et permettent d'avoir une organisation et un fonctionnement qui est sûr d'une entreprise. Ça se fait avec une approche systématique qui est rigoureuse, qui est à la fois sur un univers d'audit que l'on va découper et définir en fonction des risques, sur une période où on choisit d'étudier, et c'est aussi notre jugement qui s'exerce là, les risques qu'on juge les plus importants. Donc l'importance du scope de l'audit, c'est-à-dire comment on définit ce qu'on va auditer, et notre analyse elle est toujours motivée par rapport au risque, et elle reste indépendante. Alors j'insiste sur ça, indépendante, ça veut dire que même s'il y a des travaux qui sont faits en deuxième ligne, on a toujours obligation à s'assurer et à justifier l'utilisation qu'on pourra faire des résultats de ce qu'on fera d'autres lignes. Alors, je tiens à dire d'ailleurs que sur ce sujet-là de l'audit, les approches sont un petit peu différentes entre grands groupes. On se compare et donc il y a un comité des grands assureurs sur l'audit. Et c'est vrai que l'approche d'AXA sur la partie audit actuariel, on est un peu plus engagé, on va dire, sur des sujets actuariels que certaines structures d'audit dans d'autres compagnies. Mais en tout cas, c'est la vision que je donne, c'est celle d'AXA.
Alors ensuite, si on passe au slide suivant, voilà, donc on analyse indépendante de l'efficacité de l'activité de contrôle des modèles. Donc en fait, le titre normal, plus précis de la présentation, ça serait audit du management des modèles. On n'audite pas les modèles, on audite le management des modèles. On essaie de voir si les modèles sont bien contrôlés. Je vais revenir dessus après sur un exemple un peu parlant, pas dans l'assurance d'ailleurs. Voilà. On doit faire on doit essayer de voir si tous les risques significatifs sont bien contrôlés. Et c'est là que je trouve que on a besoin d'avoir une compréhension technique et de faire des analyses comparatives pour vérifier que tous les risques significatifs sont pris en compte. Et c'est là que souvent on a besoin d'un actuaire, parce que sur des sujets techniques, il n'est pas évident que si on n'a que des auditeurs généralistes, ils s'aperçoivent qu'un contrôle manque parce qu'un risque n'a pas été couvert. Donc c'est le premier point. Le troisième point que je signalais, je l'ai déjà dit, c'est qu'on s'appuie bien sûr sur les travaux qui peuvent exister en première et deuxième ligne, mais on doit toujours justifier, toujours les comprendre. On ne peut pas aller dire à un moment, tiens, le risk management a regardé et a dit que c'était bien. Non, on va vérifier comment ils l'ont fait, on va reprendre l'analyse et on va se l'approprier si on est d'accord. Mais on fait toujours une analyse voilà, indépendante. On ne fait pas d'opinion parce que justement, on reste indépendant et on ne donne pas normalement de recommandations ni de solutions, on ne préconise pas. Alors la réalité, c'est que parfois, il y a des side notes ou des non-audit work où on peut donner quelques jugements, mais c'est en général à éviter. Et, euh, et c'est un peu normal d'ailleurs, parce que même si on a des actuaires à l'audit, ils ne sont pas spécialistes de tout. Et les auditeurs chez moi, parfois, sont des spécialistes de la vie et ils vont faire un audit de l'IRD. Donc, ça va être difficile pour eux de donner vraiment des recommandations à un spécialiste de l'IRD qu'ils auditent. Ce qu'ils vont voir en revanche, c'est ce qui ne marche pas ou des choses qui ne manquent, mais ils ne vont pas être capables de lui dire quelle est la meilleure solution à trouver. Mais de toute façon, ce n'est pas les règles de l'audit et donc c'est des choses qu'on ne fait pas. Et donc voilà, c'est. Peut Pardon. interrompre 30 secondes. Vous mettez Oui. pas, vous mettez pas des couleurs, amber, green, etc. Si, c'est bien sûr. On a une superbe panoplie de couleurs pour les rapports et et pour ce qu'on appelle les issues. Donc, je n'ai pas voulu faire un cours sur l'audit, donc je ne vais pas rentrer en détail de toute la Oui, mécanique qu'il y en a sur l'audit, mais on émet en fait ce qu'on appelle des issues qui vont être des défauts de contrôle et sur lesquels on va mettre des couleurs en fonction du degré d'impact, de l'importance de l'issue. Et le rapport, il y a une mécanique savante, mais globalement, on dit quoi? On dit quand c'est rouge, c'est qu'il faut que le gars s'arrête et qu'il revoie vraiment son processus parce qu'il y a un gros problème. Quand c'est orange, c'est vraiment pas terrible, mais il peut continuer. Il y a des choses à modifier. Quand c'est vert foncé ou vert clair, pardon, c'est pas mal, mais il y a deux, trois petits trucs. Et il y a le cas où c'est vraiment parfait. Je ne sais jamais si c'est vert foncé ou vert clair, mais enfin, vous m'avez compris. Et donc, voilà, c'est à peu près les couleurs qu'on a chez AXA qui sont, je pense, assez standards. Euh, euh, le point sur lequel je voulais insister, c'est que pourquoi on a besoin d'actuaires, je vous l'ai déjà dit, c'est pour vraiment contrôler les risques. C'est aussi donc cette compréhension de la matérialité des risques, c'est capable de comprendre les principales hypothèses des modèles, c'est capable de comprendre la pertinence aussi de ce qui est fait, c'est d'avoir une capacité à développer son propre jugement indépendant, et c'est très important quand vous êtes face à des spécialistes du groupe, notamment, hein, des gens qui développent les modèles internes, etc., ben, développer sa propre analyse alors que vous avez en face de vous des spécialistes, c'est pas évident. Et c'est cette capacité aussi à ce qu'on appelle l'effective challenge en anglais, c'est à questionner réellement les personnes sur le design des modèles, sur l'efficacité. Et voilà. Et donc, je me suis rendu compte en le faisant que ce n'était pas un métier évident pour les actuaires, notamment parce qu'un actuaire est un expert et qu'un actuaire qui n'est pas sur son domaine d'expertise, qui va nécessairement arriver à l'audit, parce qu'on ne pourra pas lui demander d'être tout le temps sur son domaine précis d'expertise actuarielle, eh ben, il est plus mal à l'aise souvent qu'un généraliste. C'est-à-dire que quand il est un actuaire vie et qu'il est sur du PNC, peut-être parce qu'il sait qu'il ne sait pas, peut-être plus que d'autres, il va être souvent mal à l'aise. Et donc, cette capacité à challenger
les sujets, à challenger les experts qu'il a en face de lui, c'est pas du tout évident. Voilà, donc c'est un point que j'ai bien noté dans cette famille et donc sur lequel on doit travailler. C'est-à-dire qu'à la fois, on prend des acteurs pour leurs compétences dans la modélisation des risques, mais aussi, il faut qu'ils arrivent à développer une capacité grâce à leur compétences génériques d'actuariat, à développer une capacité à challenger les différents experts qu'ils ont en face d'eux. Ensuite, si je prends le stade suivant, juste pour vous expliquer un petit peu, illustrer, alors Boeing, c'est vraiment le cas typique, parce qu'il y a eu des problèmes d'audit, justement. L'idée qu'on a quand on fait de l'audit, c'est de sortir une issue qui va dire un avion sécurisé, non sécurisé pour être mis en service. C'est-à-dire qu'on va sortir quelque chose, il y a un processus. Et c'est pas de dire cet avion-là, celui qu'on a regardé là, il pourrait être non sécurisé. Et alors évidemment, si on se rend compte que l'auditeur de Boeing se rend compte que l'avion il a un problème, il va peut-être prévenir quand même la compagnie. Mais son but, lui, c'est vraiment de voir le processus et de s'assurer contre les risques futurs. Et d'ailleurs, ça amène aussi une autre question, c'est qu'on a également aussi dans l'assurance, c'est-à-dire que est-ce qu'un auditeur de Boeing peut vraiment aller regarder le moteur lui-même, l'engin de Boeing, ou est-ce qu'il ne va pas plutôt regarder les processus de contrôle qui existent sur cet avion ou sur cet engin? Et c'est plutôt ça qu'il va faire, parce qu'il ne va absolument pas démonter la turbine pour voir si elle est vraiment bien faite. Et ça, il aura du mal. Et donc, je vous donnais un exemple dans un contexte actuariel. On ne va pas nécessairement sur le code parce que c'est un des gros sujets aujourd'hui de débat qu'on peut avoir notamment avec notre superviseur. On ne va pas nécessairement regarder le code en détail, mais on va regarder comment il a été contrôlé. Voilà. Stade suivant. Voilà. Et donc, ici, je vous ai donné un peu un descriptif de ce que fait un auditeur. Et ça résume un petit peu, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre les risques, les identifier, et ensuite de mettre les contrôles en face de ces risques, et voir s'ils sont tous là. Et ensuite, il va regarder, travailler pour vérifier que ces contrôles sont bien faits. Voilà. Alors, si je reviens sur maintenant les risques et des exemples de ce qu'on fait dans l'assurance dans une compagnie comme AMSA, d'abord vous dire que on a de plus en plus de modèles divers et variés, aussi bien dans le pricing que dans l'utilisation du portefeuille, mais on en a maintenant aussi sur la modélisation du coût dans les sinistres. On en a de plus en plus dans l'automatisation des opérations qui parfois requièrent des choses compliquées. Sur la gestion de documents, on fait aussi des choses de plus en plus sophistiquées. Dans l'extraction de données, c'est important, c'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois, c'est plus facile que de changer les processus, d'aller chercher des informations dans des données non structurées, des rapports d'expertise, des commentaires de régleurs, etc. Donc ça, c'est un point aussi sur lequel d'ailleurs l'IA générative apporte un changement de paradigme, j'allais dire. Voilà, on fait beaucoup de choses aussi en voice to text pour essayer de comprendre les comportements des clients sur les plaintes, sur la gestion, alors aussi bien dans le commercial que sur la gestion des sinistres, par exemple. Et on utilise l'IA, j'en parlerai, sur les fonctions de contrôle. On a aussi des enjeux liés à l'ESG, c'est-à-dire que dans le cas de la transition énergétique, on a sur certains nouveaux types de risques où on pilote certaines choses, on a des objets connectés, la télématique par exemple, et puis évidemment de plus en plus sur des sujets où on va optimiser le pricing et le capital, notamment je reviendrai là-dessus dans des modèles de plus en plus sophistiqués. Évidemment, j'ai été très, très rapide. On reviendra d'ailleurs sur la partie vraiment AI tout à l'heure. Je peux t'interrompre juste une seconde. La partie, j'allais dire conformité, c'est-à-dire un modèle, Oui. je le regarde, mais
est-ce qu'on avait le droit de le faire? Là, tu as parlé, par exemple, de la voix et de l'interprétation des émotions, d'une certaine manière. Oui. Chose complexe, parce Alors, je que vais en parler après, mais c'est vrai qu'un des gros sujets qu'on a aujourd'hui et de l'audit, c'est que de plus en plus, on a des sujets autour alors je fais du franglais hein, par moment, mais de la data privacy et de la sécurité. Et je vais te dire, les derniers audits qu'on a fait sur les modèles, on a plus passé de temps là-dessus que sur le modèle lui-même. Mais c'est un point auquel je reviendrai après parce que tu as tout à fait raison, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. À la fois, une compagnie dit qu'elle veut devenir data-driven, veut faire de l'AI, mais en même temps, on se retrouve sur certains sujets, comme j'en parlerai aussi après sur l'AI Act, on se retrouve avec des enjeux de compliance, de conformité et de data privacy. Donc, c'est des sujets sur lesquels, effectivement, il y a toujours des histoires de consentement, il y a toujours des histoires de stockage dans le temps et de façon comment on peut traiter cette information. merci. Alors, sur le modèle, la première vision qu'on peut avoir des modèles, c'est une vision un peu traditionnelle. Je vais dire, j'ai pris un slide, comment j'aurais pu en prendre d'autres, hein, où vous avez des données, un moteur de calcul, des sorties, des utilisations du modèle, des systèmes sources. Mais en fait, finalement, donc là, vous regardez toutes les sources d'erreurs et de risques qu'on peut avoir liées à la donnée, liées au moteur de calcul, liées aux résultats. Mais à vrai dire, nous, ce qu'on fait de plus en plus, et c'est le slide suivant, c'est qu'on va regarder le modèle. Ça a l'air un slide plus simple, mais il est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, la partie que je viens de vous évoquer, elle est qu'une partie du premier bloc. En fait, on va regarder aussi toute la gouvernance du modèle et toute l'implémentation et suivi du modèle. Et en fait, pour ceux qui connaissent bien, vous verrez que ça ressemble beaucoup à la gouvernance que vous avez sur les modèles Solva 2, et notamment pour ceux qui ont des modèles internes, on a à peu près ça dans le modèle interne. Hein, on a tous ces sujets-là, évidemment, mais qui sont, comme je le mets dans la nota bene, hein, il y a des politiques S2 qui définissent plus précisément ce qui est fait, mais ce sujet-là, de la vision un peu 360 de l'environnement des modèles, on l'applique, nous, à des modèles qui ne sont pas S2. C'est-à-dire qu'on va se poser beaucoup d'autres questions sur que simplement le modèle lui-même, mais c'est aussi la façon dont il est gouverné, la façon dont il est suivi, la façon dont il est implémenté, sa performance aussi dans le temps, les problèmes de data drift, est-ce qu'il y a une évolution liée aux données, voilà. Donc, c'est vraiment se dire qu'il faut aller au-delà de la simple construction de la partie engin. Et donc, l'exemple que j'ai fait, j'ai pris quelques exemples qui sont slide suivant, qui, par rapport à ces périmètres, qui vous donnent. Donc, il y a pas mal de modèles internes parce que nous, au groupe, on audite notamment le groupe Risk Management. Donc, on a les modèles standards, mais surtout les modèles internes. Il y a pas mal évidemment, vous voyez, de sujets qui sont plutôt liés. Alors, il y en a qui sont liés aux hypothèses et à la, au développement et à ce qu'on va dire l'engin, mais il y a aussi des choses qui sont liées à la gouvernance, qui sont liées à la façon dont c'est développé. Et la dernière, je vais vous donner un exemple sur la souscription, la performance. Et vous voyez aussi que l'énoncé du problème, dans ce qu'on appelle l'issue, c'est pas ça a donné un mauvais résultat, c'est le processus, il manque quelque chose dans le contrôle du processus. Voilà. Et donc, vous voyez, on a des sujets aussi bien autour des hypothèses que autour parfois de la maintenance, autour de l'adéquation. Et là, je vais vous donner 3 exemples un peu plus précisément. Donc, si on passe au slide suivant. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, même si je vous ai mis une belle formule pour ceux que ça intéresse. Mais globalement, là, par exemple, en fait, on dit il y a une calibration des scénarios de tendance sur les chocs groupes. Et on se dit, ben, le risque, c'est que il y a les proxys qui sont utilisés, les hypothèses sur les paramètres, elles ne sont pas assez validées. Donc, globalement, il y a eu un travail qui a été fait par les équipes pour regarder en détail et
ils ont y critiqué, en fait, ils ont dit, bah là, en fait, vous ne nous avez pas convaincus sur la façon dont vous avez justifié certaines choses. Il faut que vous nous donniez donc d'ailleurs, les closure criteria, c'est-à-dire les critères de clôture qu'on va leur donner, c'est dire, bah, on ne va pas leur donner de méthode, hein, on va leur dire, bah, les justifications doivent être fournies, il faut que certains calculs soient faits, des sensibilités soient données, etc. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Vous voyez qu'on descend assez finement là dans le modèle pour aller se demander si les travaux ont été faits de manière à assurer une fiabilité des résultats. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, il est possible que, évidemment, le résultat ne change pas hein, après. Simplement, ils auront justifié pour que dans le futur, il n'y ait pas de surprise si jamais il y a un changement à faire. Et d'ailleurs, c'est un gros débat qu'on a avec les audités, hein, que je comprends. Parfois, on peut avoir une issue high, même si ce sont, entre guillemets, par chance, le résultat est bon pour l'instant. Voilà. Le deuxième exemple, c'est sur de l'ALM. C'est pour montrer un peu la diversité des sujets. Donc, on travaille sur une équipe qui est à Madrid, qui travaille pour l'ensemble des entités du groupe, qui fournit des modèles de calcul, enfin des scénarios pour les entités, mais qui, là, ne justifie pas suffisamment. Alors, il y avait plusieurs sujets, en fait. Il y avait des sujets autour de la prise en compte, là, carrément, de la duration des produits à taux fixe, ne changeait pas quand on changeait l'allocation. Il y avait des sujets autour de la métrique sur lesquels on n'était pas à l'aise avec les métriques utilisées. Et puis, il y avait une justification et un débat. Alors, je ne vous ai pas mis par pudeur ce qu'on utilise, mais on avait une duration cible sur le PNC qui n'était absolument pas justifiée. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont changé depuis. Et donc, on a fait des critiques là-dessus. Et donc, on leur a demandé de revoir leur analyse. Mais vous voyez qu'à chaque fois, l'énoncé, c'est un énoncé sur un processus et en disant, bah, voilà, là, il y a des choses qui manquent et il faut refaire les contrôles. Le dernier point, c'est plus sur une entité, donc slide suivant. C'est sur une entité en Asie qui fait de la souscription et du pricing en commercial line, hein, c'est commercial line. Et un premier point, on ne comprend pas trop pourquoi ils ne regardent que 2 lignes de business sur les 13. Alors ça, voilà, déjà, alors là, on n'a pas eu de justification, donc aucunement lié ni à la volatilité des risques, ni à l'importance, ni aux résultats techniques, ni à la maturité des souscripteurs. Donc, bon, voilà, évidemment, il y a une belle issue hein, pour leur dire, bah, vous nous expliquer. Et puis après, il y a un sujet sur comment on repère les polices qui ont des problèmes parce qu'ils font à la fois trop et pas assez. C'est-à-dire qu'ils prennent des loss ratios sans écréter, donc ils vont avoir des polices qui parfois ont simplement un grave, mais ils sont peut-être pas si mal tarifés que ça. Et à l'inverse, ils prennent pas des polices qui peut-être ont la chance de ne pas avoir eu de grave, mais qui sont sous-tarifés. Donc, c'est des sujets classiques liés à la robustesse des approches. Et là, et aussi, on a eu un autre problème sur la façon dont ils tarifient les risques individuellement, puisqu'ils font des tarifs personnalisés. C'est des sujets de crédibilité hein, qu'on a sur les modèles de commercial line. Et là, typiquement, eh ben, notre actuaire, il a besoin de savoir un peu ce qui se passe parce que là, on est sur du pricing execution. On n'est plus tout à fait nécessairement que sur du modèle. On est sur comment c'est mis en place et est-ce que c'est performant. Voilà. Et notamment sur le dernier point qui est qui était aussi l'utilisation des provisions à l'ultimètre ou pas quand vous faites votre tarif. Donc là c'était une entité qui était un peu moins mature que celle qu'on a vue juste avant, et on voit qu'il y a quand même pas mal de petits sujets à traiter. Alors, je vois vaguement qu'il y a des questions. Pour l'instant, j'imagine qu'on peut toujours passer. Hein. Oui, on les traitera plutôt à la fin pour l'instant. Voilà, OK. Alors ensuite, le dernier point, c'est plus un exemple de fieldwork parce que je n'ai pas les issues et c'est AXA IM qui est une entité du groupe qui fait de la gestion d'actifs. On avait un fonds très connu d'ailleurs, mais qui faisait de l'analyse multifactorielle pour son processus d'allocation. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils sont vraiment descendus pour regarder déjà comment c'était gouverné, comment c'était suivi, comment regarder les hypothèses. Et ensuite, ils ont vraiment été regarder les modèles. Et puis, vous voyez, ils ont fait une revue des données sur une période de 6 mois avec 800 transactions. Ils ont mesuré la stabilité, la pertinence des modèles. Ils ont vérifié que les limites des modèles étaient bien pris en compte et suivies, etc. Voilà. Après, à vrai dire, là, je ne sais pas s'ils ont sorti des issues, mais c'était pour montrer un peu jusqu'où on peut aller
dans l'analyse d'un modèle dans une entité. Alors, Là, ils juste ont un fait mot. des calculs, là. Ils ont recalculé. Ah oui, ils ont recalculé. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas mis, mais ils ont refait alors, on ne le fait pas tout le temps, mais ils ont reperformé, exactement. Ils ont fait eux-mêmes un autre modèle, ouais. Mais parfois, et c'était important parce que c'est un très gros fonds, parfois, oui, on va jusque-là, oui. C'est pas une pratique aussi fréquente, je crois, que dans la banque ou dans d'autres endroits, mais d'ailleurs, c'est plutôt en seconde ligne, je crois qu'ils le font, mais ça peut nous arriver de reperformer. Et d'ailleurs, ça va être un des points que je vais aborder pour l'IA, parce que ça sera peut-être plus facile, notamment avec l'automatisation, mais ça peut nous arriver, effectivement, quand il y a du mal à justement aller voir tout ce qu'il y a dans le modèle ou comprendre tout ce qu'il y a, de reperformer le modèle. Euh, Peut-être un commentaire avant de passer à la suite. J'ai appelé ça, faute de mieux, les modèles actuariels classiques. D'abord, pour vous dire que ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que c'est des modèles qui s'hybrident de plus en plus. Ce qu'on voit, c'est qu'une partie du modèle va passer en machine learning, mais pas tout. Par exemple, l'optimisation du pricing, donc c'est-à-dire la partie, on va regarder l'élasticité au prix, par exemple pour le retail, ou le zonier en retail. On va utiliser des approches plus sophistiquées. On utilise des approches de plus en plus sophistiquées aussi des risques dans le modèle interne, hein, soit à la demande de la CPR d'ailleurs, soit parce qu'on pense qu'il faut les faire évoluer, notamment les phénomènes de corrélation, par exemple, où on va utiliser des approches parfois un peu plus développées que ce qu'on faisait avant. Sur les quatre, par exemple aussi, AXA l'a clairement annoncé, hein, nous, c'est un développement important chez nous, donc à la fois des modèles physiques, c'est-à-dire la modélisation de l'aléa physique, et sur la partie vulnérabilité, qui est la construction de modèles qui transforment le risque physique en dommage au bien. Et là, il y a beaucoup de travaux actuellement et beaucoup d'investissements, hein, dans une compagnie comme AXA. Euh, et puis, on va travailler sur de nouveaux risques comme le cyber, donc avec des modèles ingénieurs, j'appelle ça, parce que souvent c'est avec beaucoup de jugement d'experts aussi. On développe des modèles sur targeting, upsell, cross-sell, etc., fraude, optimisation des coûts de sinistre. Donc là, vous avez des approches qui sont la plus machine learning pour le coup. Et puis, vous avez des enjeux conjoncturels. La mise en place d'IFRS 17, pour ceux qui l'ont suivi, évidemment, ça a beaucoup d'impact parce que ça rapproche beaucoup la comptabilité et les actuaires, et ça change pas mal de métriques. Donc, ça change aussi certains modèles, certaines analyses, hein. Notamment, on passe beaucoup de temps maintenant sur la, la compréhension, le monitoring, en anglais, on dit steering de la CSM, hein, donc en vie. Ça devient très important. Il y a eu un phénomène l'année dernière que j'ai suivi de près parce que j'ai organisé un audit au niveau du groupe sur ce sujet-là, mais c'est la prise en compte de l'inflation dans le modèle de reserving. Globalement, de ce qu'on a observé, c'est que dans les compagnies, pendant des années, l'inflation était relativement stable et on faisait des modèles relativement simples. Avec la remontée de l'inflation, on s'est posé des questions de modélisation sur le reserving. Donc ça a pas mal changé les choses. Et alors après, le pricing execution, souvent je dis, moi, que la partie modélisation, c'est 20%, 80%, c'est le pricing execution. C'est vraiment la façon dont vous allez piloter vos effets prix, l'élasticité et la connexion avec les objectifs financiers et le reserving. Ça, c'est super important. Ça devient de plus en plus quand on a des objectifs financiers comme AXA. Et donc, tous ces points que je signale, ils sont importants à comprendre pour les auditeurs parce que c'est des risques. Et donc, c'est des choses qu'il faut aller contrôler. C'est-à-dire que quand vous regardez un modèle, comme on l'a vu tout à l'heure, de pricing commercial line dans le pays, j'ai failli dire le nom du pays, dans le pays en Asie, en fait, un des sujets, ça ne va pas être uniquement de regarder si on utilise le bon GLM, etc., mais si vraiment le pricing execution est correctement fait. Voilà. Après, le point que tu signalais, Florence, tout à l'heure, c'est que de plus en plus, je vais en reparler après, mais c'est déjà le cas pour les modèles standards, évidemment. Le problème de qualité des données, notamment quand on parle, par exemple, de CAT, où on a d'énormes besoins de données,
le problème de conformité, le problème de sécurité et d'industrialisation, c'est de plus en plus important. Et nous, quand on fait les audits, en fait, on a besoin d'avoir souvent une équipe, entre guillemets, pluridisciplinaire. Si c'est un acteur qui a toutes ses compétences, c'est très bien, mais sinon, il va s'adjoindre d'autres personnes parce qu'en fait, les questions parfois essentielles ne sont pas sur la partie modèle, mais sont sur ces parties-là. Voilà. Alors, comme j'ai vu une question qui est apparue, et comme ça, je vais la régler tout de suite, évidemment, les approches qui sont utilisées pour les corrélations, ce sont les copules. Hein, maintenant, le débat, c'est d'utiliser des copules ou pas. Il y en a qui l'utilisent déjà, d'autres qui l'utilisent moins, et ça dépend de quel niveau, etc. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus dans la modélisation, notamment il n'y a pas que ces sujets-là hein, sur le modèle interne, mais comme j'ai vu qu'il y avait la question qui passait quelque part, je réponds comme ça sera fait. J'ai fini cette première partie. Si je peux te reposer une question sur cette partie-là, qui est importante puisque les actuaires sont quand même un peu préoccupés au niveau international, hein, pas encore en France vraiment, par le fait que les data scientists prennent quand même un peu d'espace et un peu peut-être de plus en plus d'espace. Est-ce que dans l'audit et la partie donnée de l'ensemble, quoi, de l'utilisation du modèle, etc. La partie accès aux données et qualité des données, etc., c'est important. Est-ce que cette dimension pluridisciplinaire dont tu parles, les actuaires sont souvent insuffisants ou est-ce que, en fait, alors, moi, j'ai des exemples très concrets, hein, c'est pour ça que je réponds. Il se trouve que la dernière fois, oui, c'était. Alors, non, parce que je trouve que j'avais une auditrice qui avait une compétence très forte sur les sujets de conformité, elle avait un passé, en fait, de fonction clé sur ces sujets-là. Maintenant, en règle générale, c'est par rapport à la question tout à l'heure, tu sais, sur le challenge effectif. On a en face de nous un patron de la conformité qui a classé les risques. Il y a une classification des données. Tu sais, nous, on appelle ça la SAT, etc. Tu as des sujets ensuite de sécurité qui sont liés à cette SAT. Ben là, dans ces cas-là, tu peux quand même avoir une limite des acteurs parce qu'ils n'ont pas travaillé sur le sujet suffisamment dans le passé. Et aller vraiment challenger le pourquoi, les raisons, les rationnels de ces classifications, la façon dont sont articulés les processus de décision autour de ça, ben c'est quand même des sujets très compliqués en fait. Et en plus, chacun doit faire son métier, donc tu ne veux pas aller simplement dire, moi je pense que c'est dommage de faire ci ou je pense que c'est dommage de faire ça. Il faut vraiment avoir une compréhension aussi fine de la régulation, de comprendre les limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Et parfois, les actuaires, ce n'est pas nécessairement là qu'ils se sont formés. Donc, je dirais, c'est un peu comme la data science. Il y a des acteurs qui ont cette corde-là à leur arc parce qu'ils ils se sont intéressés à des aspects plus de gouvernance et plus de conformité parce qu'ils ont été fonctions clés. Parfois, ils ont été un contrôle interne. Parfois, ils ont été même à la conformité. Mais un actuaire qui a fait du modèle avant, souvent, ces sujets-là, il les maîtrise que de manière un peu opérationnelle. Et donc, il va avoir du mal, moi, ce que j'observe, il va avoir du mal à vraiment creuser le sujet. Et donc là, dans ces cas-là, on s'associe soit avec des experts IT et de l'audit, pour certains aspects sécurité notamment, et parfois, il faut voir si on trouve justement des personnes qui ont cette culture autour de la conformité, qui sont plus généralistes en fait. Et un peu dans... Mais c'est vraiment, je ne peux pas rentrer en détail parce qu'on n'aurait pas le temps, mais sur le cas qu'on a eu récemment, c'était vraiment compliqué parce que c'est pas blanc et noir et parce qu'il faut vraiment challenger les gens qui ont mis ça en place. Ce sont tous des experts. Et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose qui colle pas bien parce que ça bloque pas mal de processus. Parce que le problème, c'est ça, hein, c'est que souvent, dans ces cas-là, on se retrouve avec des équipes qui sont dans le mur et qui, comme elles sont dans le mur, c'est comme ça que c'est arrivé, font des choses interdites. Parce qu'en fait, comme ils ne peuvent pas rentrer par la porte, ils rentrent par la fenêtre ou ils sortent par la fenêtre. Donc et je pense que ce que je raconte là, c'est quelque chose qui doit être qu'on doit retrouver dans d'autres entreprises.
J'avais une question sur la pricing execution par rapport à, par exemple, l'AXA lance des offres inclusives. Oui. Il peut y avoir des éléments qui sont moins financiers directement, mais peut-être plus de dire j'ai envie d'offrir des offres pour des populations en particulier. Est-ce que ça change les modèles ou l'approche ou... Ah, alors, c'est une bonne question. Normalement, il faut clairement définir son objectif. AXA a toujours dit que quand elle faisait de l'offre inclusive, elle voulait pas. Enfin, l'idée, c'est pas de perdre de l'argent parce que sinon, c'est pas pérenne. La question après, c'est combien on rémunère le capital sur ce genre d'offre, hein, parce qu'on est une boîte capitaliste, donc c'est un peu là aussi souvent qu'il y a le débat. Mais normalement, non, le type d'approche devrait. Enfin, il y a des règles qui sont mises en place pour structurer l'offre, surtout en, j'appelle ça value for money. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on structure l'offre de telle manière à ce que ça soit intéressante pour un client et que ça corresponde à un prix qu'il est prêt à payer. Et en regroupant parfois des choses ou en lui offrant. Alors, il y a des gains qu'on fait sur la distribution, des choses comme ça, mais par exemple, prendre un exemple sur ce que j'ai monté à l'époque, il y a 12 ans sur l'ADI, hein, l'Agence pour le développement, l'initiative économique, là, pour les entrepreneurs pauvres. L'idée, c'était de leur offrir que les garanties essentielles dont ils avaient vraiment besoin, et puis de packager quelque chose qui ait du sens. Par exemple, leur donner une garantie de prévoyance, parce qu'on sait très bien avec leur RC qu'au moment où ils vont avoir un problème, ben, pour eux, c'est une catastrophe. Mais cette problématique-là est compliquée quand même à mettre en place, parce que souvent, dans les pays riches, donner que des garanties essentielles ne passe pas, en fait. Donc, il y a toute une démarche à voir, mais moi, je dirais qu'il y a d'abord une démarche marketing. Après, le suivi de ces produits-là, alors moi, je n'ai pas regardé la France en détail là, hein, donc c'est Henri Courtois que je connais bien d'ailleurs qui s'en occupe, mais en tout cas, moi, si je regarde Henri, je sais que je dirais, je veux quand même que son suivi, il ressemble aux autres suivis parce que sinon, il n'y a pas de pérennité. AXA, c'est quand même, AXA, il a une logique quand même d'essayer de concilier l'intérêt des clients, mais d'un actionnaire aussi et de ses salariés. Donc, il faut que toutes les parties prenantes s'y retrouvent. Et si ce n'est pas rentable du tout, ou si on n'a pas les mêmes logiques en tout cas, une logique de rentabilité qui a été validée par le groupe et ben, qui sera suivie avec nos métriques, ben, à ce moment-là, un jour, on arrêtera parce qu'en fait, plus ça grossira et moins on pourra le supporter. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Après, effectivement, les targets enfin, les cibles qu'on va demander de rendement, elles seront peut-être un peu différentes d'autres endroits, mais les métriques qu'on utilise sont les mêmes. On n'a pas de métriques spécifiques pour l'inclusive et on aura des métriques supplémentaires éventuellement au niveau de, par exemple, l'accès ou la facilité pour la personne d'avoir. On a beaucoup de populations qui ont du mal, par exemple, parfois en fait, à avoir des accès Internet ou discuter. Voilà, donc ça peut être d'autres choses dans les services, mais c'est value for money. D'accord. Alors, j'interviens parce que c'est une question qui est en ligne avec ce que tu disais sur les limites en fait des actuaires. Et donc, la question porte sur quelles compétences entretenir ou développer par rapport aux auditeurs actuels et vis-à-vis des data scientists. Et moi, je rajouterais comment l'Institut des actuaires peut aider ses membres à évoluer. Alors, c'est intéressant parce qu'on recrute des actuaires régulièrement. Alors déjà, nous, on recrute des actuaires seniors, hein, ils ont au moins 10-12 ans d'expérience pour imaginer bien. Pourquoi, hein, parce que on ne va pas mettre un jeune qui a 2 ans d'expérience, de notre spécialiste modèle 4 du groupe, et puis le challenger et lui faire l'interview, quoi. Tu vois, ça risque de pas bien marcher. Après, moi, je dirais que quand tu as avec les formations actuelles des actuaires qui ont quand même une connaissance des grands modèles, de la modélisation, savoir modéliser, qui comprennent les enjeux autour de la donnée, qui connaissent un petit peu la data science, même si, en général, comme on en a souvent parlé, ils ne peuvent pas tout connaître, notamment sur le non structuré. Il doit pouvoir avoir suffisamment de jugement, c'est ça l'idée, pour se débrouiller et poser les bonnes questions. Après, il peut se faire aider pour l'IT, par exemple, souvent quand on a vraiment des sujets sur l'architecture IT ou le développement, par exemple, là, il aura besoin d'aide. Mais je ne pense pas que ça soit une bonne idée de dire on va former les actuaires à l'IT. Ça fait beaucoup de sujets.
même si certains, par appétence, le font. Euh, voilà, donc pour moi, il y a vraiment une question de jugement, c'est-à-dire une capacité, avec ses connaissances et avec sa capacité à généraliser, un peu comme les machine learning, à être capable de pouvoir poser les bonnes questions aux personnes et à faire son propre jugement sur ce qu'il entend et avoir une capacité à transformer des choses compliquées. Et c'est là où les acteurs ne sont pas nécessairement bons d'ailleurs. Il va avoir des gens qui vont lui parler de choses très compliquées, hein. Là, je viens de finir une réunion sur les processus d'agrégation des risques, hein, avec toutes ces problématiques que vous pouvez imaginer dans un groupe comme AXA. Bah, j'ai demandé à l'actuaire auditeur qui est en train de m'expliquer simplement des sujets très compliqués. Voilà, donc ça, il y a ce truc. Ah, donc voilà, donc pour moi, c'est arriver à exprimer, avoir du jugement, est capable de poser les bonnes questions, est capable de prioriser les sujets, est capable d'exprimer les choses importantes de manière simple. Parce qu'en plus, ces rapports d'audit sont lus par des non-actuaires, hein. Vous avez vu d'ailleurs que dans le... Alors, ce n'était pas si simple que ça, parce que le CAPA, tout ça, je pense que tout le monde ne peut pas le lire. Mais globalement, normalement, on n'écrit jamais une formule, hein, dans le rapport d'audit. Très rarement. On va expliciter ça de manière la plus simple possible pour que les dirigeants du groupe, parce que souvent on les remet à des dirigeants, puissent lire le rapport. Donc, répondre à ta question, on verra peut-être après aussi avec ce que je présente sur l'IA, mais il faut qu'ils continuent à se former, ils continuent à comprendre les grands enjeux. Je... Alors, ouais, c'est intéressant parce que j'entendais que quelque part, c'est bien la capacité à connaître les modèles ou le système et à poser les bonnes questions. Et en complément, cette logique d'interdisciplinarité ou de faire travailler les gens. Oui, il faut que, c'est un peu ce que j'appelais le T-profile à une époque, c'était dire, il faut qu'il ait une compétence dure, mais qu'il est capable là, de diversifier un peu. C'est-à-dire que on prend des actuaires qui sont spécialistes de l'ALM. Par exemple, on en a un qui est très bien, qui est spécialiste de l'ALM au départ, mais il vient de faire son premier audit sur la gestion des risques systémiques en PNC, donc ça n'a rien à voir, mais il a été très bon parce qu'en fait, il a à la fois une très bonne compétence dure sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle, comment on gère ça, etc. À la fois, il a vécu des environnements avec des gouvernances, avec des problèmes où on sait que parfois tout n'est pas clair, tout n'est pas aussi évident, que le modèle fait qu'une partie. Il est capable de discuter avec tout le monde. C'est-à-dire que quand il était actuaire, il discutait avec l'IT, il discutait avec les gars du produit, il discutait parce qu'il était en plus sur la LM, donc les gens en vie. Voilà, donc il a cette capacité que j'appelle narrative, si on va branche du thé. Et il a une compréhension un petit peu, ce que j'avais dit à l'époque, et Florence s'en rappellera, mais aussi une capacité à comprendre l'implémentation et les problématiques autour de l'implémentation. Alors, C'est vrai que c'est intéressant. un peu des moutons à trois pattes plutôt que cinq d'ailleurs, Ouais. mais voilà. Et c'est intéressant, et on va peut-être faire la transition avec la deuxième partie, parce qu'il y a également une question sur l'IA dans le chat, mais ça me fait penser quelque part, moi j'utilise l'IA générative pour améliorer ou challenger moi, ma première formulation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est confus? Qu'est-ce qui est surprenant, Alors, etc. c'est intéressant, ouais, parce Pour qu'en fait, justement on a m'aider. une auditrice en Asie, patronne de l'audit, qui utilise l'IA générative pour comprendre les rapports parfois d'audit des gens de l'IT, qui sont un peu trop techniques à son goût. Et ça, effectivement, elle l'utilise, oui, voilà. Et donc, alors elle, c'est à l'envers, finalement, par rapport à toi, et donc elle l'utilise pour comprendre les modèles, et ça marche plutôt bien, me dit-elle, et voilà. Donc, D'accord, bah, ce que je propose à ce effectivement, moment-là, c'est peut-être que tu passes à la deuxième partie sur l'IA. voilà. Alors, à l'audit, on apprend beaucoup la rigueur d'ailleurs à l'audit. Donc, j'ai d'abord voulu donner une définition de l'IA au sein du groupe AXA. Et ça va être assez simple. Et c'est relativement récent, c'est même un scoop, hein, et même s'il y a il y a des gens d'AXA dans l'audience, ils ne le savent peut-être pas, parce que ça a été décidé il y a très très peu de temps. En fait, on a décidé de prendre la définition de l'EU AI Act, tout simplement, donc l'article 3. Donc voilà, qui défend différents niveaux d'autonomie, qui peuvent faire preuve d'adaptabilité après son déploiement. C'est à mon avis un des gros sujets souvent dans nos mises en œuvre chez nous, parce que souvent on fait de l'intelligence. Alors, je fais une petite digression, mais on fait souvent de l'intelligence artificielle, mais qui s'arrête d'apprendre en fait, hein, dès qu'on la met en prod. Et voilà, qui doit pouvoir générer différentes choses. La deuxième chose, juste pour ceux qui auraient oublié, qui seraient dans une bulle, parce que je pense que vous le savez tous, ça va être suivant.
c'est que, ben voilà, on va l'utiliser de plus en plus pour la souscription. Là, on fait des travaux, pas mal de travaux sur les images satellites, sur le pricing avec des modèles plus sophistiqués, alors, on en a parlé, donc je peux en parler, c'est Computable Contract, c'est-à-dire c'est vraiment la structuration, la réflexion autour de l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour structurer, pour gérer nos contrats et structurer et gérer nos processus derrière. C'est-à-dire, automatiser les gestions des sinistres, le contrôle des couvertures, des choses comme ça. Il y a tout ce qui est autour de la gestion des sinistres avec la reconnaissance d'écriture manuelle, ça c'est pour évidemment les constats amiables notamment, mais pas que. Et puis les assistants digitaux, un peu plus loin des domaines de l'actuaire, mais qui sont évidemment sur l'interaction avec les clients. Voilà. Alors maintenant, juste un petit mot peut-être pour certains, et pour être clair, je rappelle que en fait, on a plusieurs formes d'intelligence artificielle sur le slide suivant. Mais aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel des choses, on peut passer au slide suivant, pardon. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, mais j'ai toujours le slide précédent là. Nous, on t'entend très bien, mais apparemment, la personne qui passe les slides n'entend pas. C'est embêtant. Comment elle s'appelle? Oui, alors j'ai vu quelqu'un poser une question Voilà. sur la définition, mais là, je donne la définition officielle d'AXA donc c'est en tout cas la définition qui a été validée par le MC du groupe récemment. Non, voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est très synthétique, mais tout ce qui était machine learning classique avec le deep learning, mais pas les foundational models, ça va rester. Parce que GenAI, pour l'instant, sauf à me démontrer le contraire, ça ne fait pas de prévision, ça ne fait pas d'optimisation. Sauf s'il avait déjà les points et avec les valeurs. Donc aujourd'hui, en tout cas, nos spécialistes et les gens qu'on a vus sur ça, ils nous ont bien confirmé que ça fera. En tout cas, ce n'est pas prévu pour faire de la prévision et d'optimisation. Après, je fais toujours un peu attention parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues à un moment et puis un jour c'est fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, on fait du GenAI, enfin des IA génératives, mais on a encore besoin des autres modèles pour pas mal d'autres sujets. Et donc, on continue à le regarder. L'autre point, c'est qu'effectivement, on a vu apparaître une nouvelle réglementation, donc ça va être suivant. Voilà, donc je vais rapidement, mais simplement, donc il rentre en vigueur bientôt, avec une entrée effective en transition. Il y a quand même un sujet, alors j'ai pas mis le slide pour pas être trop long, mais il y a un sujet sur les General Purpose Artificial Intelligence Tool, c'est-à-dire que GenAI notamment, sur lequel il y aura des contraintes particulières. Et puis après, il y a un débat, enfin il y a un sujet en fonction de la classe des usages, puisque c'est quelque chose lié aux usages de l'intelligence artificielle et notamment pour ceux qui sont considérés comme high risk. Et dans les high risk, vous avez l'évaluation des risques en pricing et pricing en santé et vie, pas en PNC, et les scores de crédit en banque. On ne sait toujours pas quand ce sera fait si les GLM sont considérés comme un outil d'intelligence artificielle, et je crois qu'il y a un débat là-dessus. En tout cas, évidemment, AXA, il a un avis assez clair sur le sujet. Et je vous ai mis avec les références tout ce qui est demandé quand on est high, qui est vraiment ce que j'appelle du modèle risk management. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont demandées en termes de suivi, de transparence, de calcul, de robustesse, de contrôle par l'humain. Record keeping est absolument incroyable d'ailleurs, parce que je crois qu'on demande des choses, l'article, je dois l'avoir sous les yeux quelque part, mais on demande des choses incroyables. Donc, il y a vraiment une problématique de ce que j'appelle modèle risk management qui est très, très renforcée avec ce règlement et qui jouera par capillarité un petit peu sur les autres sujets. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que sur la partie générative, il y a 3 niveaux, quoi. Il y a le niveau, AXA aussi l'a annoncé, d'utiliser, quand vous utilisez des outils standards, fondus en standard comme Copilot, où là, on va juste utiliser un outil. On peut repasser au slide suivant. Vous avez la solution spécifique, on va utiliser
donc un outil spécifique de traitement d'image, ou génération d'images comme Midjourney, etc. Et puis après, vous avez une solution vraiment intégrée où on a fait nous-mêmes le développement comme Computable Contract avec des outils de LLM. Évidemment, alors j'en ai pas parlé, mais vous avez différents niveaux de réglementation en tant que si vous êtes celui qui implémenté, fournissait l'outil ou celui que vous êtes déployé. Donc évidemment, enfin, vous le déployez chez vous. Donc évidemment, il n'y aura pas les mêmes contraintes ni à l'audit entre le Computable Contract et Copilot. Hein. Copilot, c'est comme 365, comme Microsoft d'ailleurs, parce que ce sera dans Microsoft. On ne va pas le regarder, nous, auditer de la même façon qu'on va auditer le Computable Contract. Ça paraît évident. Après, donc, slide suivant. C'est quoi les nouveaux risques? Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, nous, notre sujet, c'est vraiment une approche par les risques et de regarder si les contrôles sont faits. Alors, premier sujet, et je vais en parler juste après, c'est que la donnée devient vraiment essentielle et souvent, d'ailleurs, presque plus importante finalement que le moteur derrière. Il y a un vrai sujet autour de l'industrialisation et le passage à l'échelle, qu'on appelle maintenant MLOps et même LLOps. Voilà. Il y a un sujet autour de l'éthique qui se renforce énormément. Il y a un sujet autour du risque fournisseur parce qu'on dépend de plus en plus, on imagine bien qu'on ne va pas développer nos propres modèles compte tenu des investissements énormes qu'il faut faire, des modèles SOC, on va dire. Il y a des enjeux autour de l'apprentissage, vous savez, il y a des annihilations, des incohérences. Parfois, les outils qu'on prend, notamment quand ils sont internalisés et sécurisés, ils ne sont pas actualisés par design, en fait, hein, puisqu'ils sont arrêtés à une date donnée. Il y a la situation des biais qui pose des problèmes aussi. Alors, si je prends quelques sujets, si on va sur la donnée, alors, j'ai pris un exemple qui n'est pas un exemple d'intelligence artificielle, mais c'est juste pour illustrer le fait que ça devient vraiment important. Et c'est pareil sur les modèles. Alors, on utilise d'ailleurs parfois de l'intelligence artificielle, mais j'ai pris sur le modèle 4 parce que je trouvais que c'était intéressant quand même d'évoquer parce qu'on a vraiment une problématique dans tous les endroits. Le slide suivant, pardon. Voilà. Donc, vous avez 3 modules classiques, un module physique, un module de vulnérabilité, un module financier. On voit que il faut avoir un data model, un modèle de données qui est assez sophistiqué quand on essaie de rendre le plus complet possible. Vous avez des enjeux autour de la qualité des données. Alors, j'ai cité un article qui est quand même assez sidérant parce qu'on voit que même pour comprendre les montants de dommages qu'on a sur des événements, quand vous prenez plusieurs bases, soit d'assureurs, soit des bases semi-professionnelles ou des bases de fédérations, on trouve des choses assez différentes. Donc, il y a vraiment un problème de qualité de façon des données. La géolocalisation est un problème encore souvent qui n'est pas toujours réglé dans tous les pays. Vous avez des problématiques de données externes et ça a un impact évidemment sur le modèle lui-même. Hein. Chaque ça, on va utiliser ce qu'on appelle un data quality rating. Et vous avez ensuite voilà, à déterminer des courbes qui vont dépendre une grosse partie de la courbe va dépendre de cette qualité de modèle, en tout cas pour le début de la courbe. Et ça, c'est un premier sujet qui est lié donc à la gouvernance autour de ce qu'on appelle les fondations, d'avoir des structures de données, des metadata management qui soient corrects, autour de la qualité de la donnée. Et donc, ces aspects-là sont, j'allais dire, c'est 80% du boulot aujourd'hui des gens qui font de la modélisation 4, c'est d'arriver à avoir des données de bonne qualité, d'arriver à faire de la jointure. Alors, j'en ai pas parlé, mais la jointure entre les données sinistres et les données d'exposition dans le temps. Voilà. Et donc, toutes ces problématiques-là qui ont l'air complètement évidentes au départ, si vous ne les avez pas gérées, votre modèle, il ne fonctionne pas. Et souvent, à l'audit, notre premier sujet, ça va être ça, quoi. C'est de voir comment ils maîtrisent ce genre de sujet, comment c'est contrôlé, comment l'environnement qu'ils ont pu avoir pour le faire, etc. Le deuxième sujet, c'est l'industrialisation et le passage à l'échelle. Et en fait, là-dessus, en fait, c'est très compliqué, tous ces modèles, pour les rendre vraiment apprenants. Donc, si on passe au slide suivant. Donc là, j'ai repris un slide
où volontairement le code et la partie vraiment, celle dont on parle tout le temps, est toute petite, parce qu'en fait, tout ce qui est autour du modèle est super important et c'est souvent là qu'on a des problèmes, en fait. Voilà. Et donc, si on veut industrialiser, eh ben, il faut régler tous ces problèmes-là. Et donc, l'audit, comme on va auditer un management de modèle et on va auditer une équipe, on va regarder tous ces sujets-là et on va décider si c'est important ou pas important. Le code, on peut le regarder d'une certaine manière. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on va plutôt vérifier que le développement du code se fait sur des procédures qui sont, on va dire, fiables, mais on va aussi regarder tous les autres aspects, notamment est-ce que l'infrastructure correspond à la problématique demandée, est-ce qu'ils ont une capacité à passer à l'échelle, hein, puisqu'on a des stratégies de plateforme, par exemple, dans certains endroits. Donc, voilà. Donc, c'est des problématiques. Et là, là pour le coup, par rapport à votre question tout à l'heure, ben, souvent, ce sera deux personnes, à la fois quelqu'un qui comprend les enjeux business, mais quelqu'un aussi avec nous qui comprend bien l'IT. Et je vous ai remis un sujet, parce que c'est très à la mode, le MLOps, hein, slide suivant, qui reprend en fait cette idée d'à la fois de savoir comment on automatise le plus possible les processus, comment on fait pour avoir des modèles qui fonctionnent parfois en quasi-temps réel, hein. Vous prenez par exemple Direct, vous avez du pricing où vous allez mettre des informations sur l'élasticité de prix au moment où le client arrive quasiment. En télématique, c'est pareil, vous fournissez de l'information au client en quasi-temps réel, au moins à la fin de sa conduite. Et vous avez besoin d'autonomiser les équipes métiers. Autrement dit, les actuaires aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait en tout cas moi quand j'ai commencé, l'actuaire fait un modèle, donne le modèle à l'IT qui le met qui le met en production, donc il le change d'ailleurs un petit peu parce que parfois il ne peut pas tout prendre. Et ensuite, il y a des retours et des allers-retours. Et ensuite, voilà. Et là, vous prenez 6 mois ou 3 mois ou un an pour avoir un nouveau tarif. Aujourd'hui, l'idée, c'est de passer avec des acteurs qui codent et qui passent directement en production. Et pour ça, ben, on a besoin d'avoir des démarches de développement qui sont complètement différentes. L'intégration des experts, notamment, on parlait tout à l'heure de conformité, de sécurité, etc., dès le début des projets. Et pour moi, c'est quasiment parfois aussi important que le modèle. Les gains qu'on a fait dans certains modèles en retail sont dus au fait que les modèles sont maintenant des modèles où il y a autonomisation des équipes métiers, en fait, et que ça a permis d'avoir des approches en quasi temps réel. Donc, il faut former les actuaires. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a peut-être des formations quand même, et data scientists sur les compétences. Alors, chez nous, il y a 27 pratiques qui ont été vues sur la partie comment on développe en MLOps, comment un actuaire, il n'a pas les 27 parties à voir, hein, mais comment il se développe pour arriver à avoir un développement qui soit le plus fluide possible. Voilà. Sur l'éthique, donc c'est vraiment typiquement un sujet que nous, on va être obligé d'auditer à un moment, donc il faut lui donner une définition, hein. Et donc, moi, je propose, suivant les travaux d'un de nos philosophes qui travaille pour nous, hein, Michele Loi, qui est un Italien, je crois, on va dire que c'est vraiment un risque qui fait référence à des préjudices causés, soit à la réputation d'AXA, à la situation financière, aux capacités opérationnelles d'une entreprise, voilà, et liés à des principes moraux, des normes sociales, ou à temps qui sont liés. C'est là où il y a un problème, c'est que on n'a peut-être pas une définition avec ça qui fait monde entier, quoi, hein. C'est-à-dire que, évidemment, parfois, et c'est problématique pour AXA, que parfois c'est compliqué d'avoir une démarche qui soit globale. Et pourquoi c'est nécessaire de le faire? Parce qu'en fait, la loi n'est pas suffisante. Il y a une espèce de décalage tout le temps entre la loi et ce que peuvent faire les systèmes aujourd'hui. Donc parfois, on ne pourra pas dire, on ne savait pas. Ensuite, parfois il y a des enjeux globaux versus locaux. Alors c'est l'inverse, c'est parfois dans certains pays on est trop laxiste sur ces sujets-là et nous on a une vision quand même on veut défendre une position quand même qui soit cohérente. Et puis on a des contraintes de plus en plus fortes liées à l'ESG. Donc là c'est une problématique. Et après c'est vrai que l'éthique c'est lié à des objectifs éthiques qui sont fondamentaux autour de l'autonomie, de la justice, de la prévention des préjudices, mais on va la traduire sur des aspects parfois plus concrets autour de la sécurité, de la confidentialité, de l'équité. Comme vous savez sûrement, l'équité, il y a des définitions actuarielles de l'équité. Il y a eu d'ailleurs un très bon prix, un mémoire qui a eu le prix Score l'année dernière sur ce sujet-là. La transparence et l'explicabilité.
même si l'explicabilité, on est en train d'y revenir avec le LLM, parce que ça va être assez compliqué à gérer. Voilà, et donc, alors, c'est quand même très nouveau pour nous, donc là, c'est un peu plus personnel ce que je vous dis, mais ce que moi, je voudrais faire, c'est que quand on auditera ces choses-là, c'est de vérifier que l'équipe qui fait du pricing ou l'équipe qui fait telle chose, elle a identifié elle-même, elle a fait une analyse des sources de risques éthiques et qu'elle a aligné ses pratiques et ses politiques par rapport à ça. Donc, ce sera déjà ses premiers points. Et après, on a évidemment d'autres éléments, puisque AXA travaille sur ces sujets-là, sur l'interprétabilité, la transparence et l'équité, sur lesquels on a quelques outils pour travailler là-dessus. D'ailleurs, sur ce sujet de la... oui, j'en parle après, mais en fait, on a des gens qui travaillent en recherche chez nous, dans une équipe qui s'appelle GETD, sur, par exemple, l'utilisation des modèles adversaires pour s'assurer, par exemple, qu'une variable qui est protégée n'est pas utilisée implicitement dans un modèle, par exemple. C'est tout ça qu'on peut avoir comme travaux explicites demain et des outils qu'on utilisera. Alors, juste un petit mot sur ce qu'on fait en audit avec les modèles, avec l'IA. Je vais être très rapide parce que je vois qu'on a débordé largement. On l'utilise d'abord pour améliorer notre efficacité sur la façon de travailler. Donc, pour regarder des bases, plutôt que de faire de l'échantillon, parfois on va traiter l'ensemble, et je vais vous donner un exemple. On l'utiliser aussi pour vérifier la conformité automatiquement de certains sujets par rapport à nos méthodologies. Alors, des choses, ça peut être aussi basique que de vérifier que les mots interdits ne sont pas dans le rapport, ou d'autres choses plus compliquées. On va l'utiliser aussi pour nous aider à rédiger certaines choses. Alors, tout n'est pas encore possible, honnêtement, mais on se dit que parfois, on pourra aller très vite à la rédaction du rapport grâce à les éléments qu'on aura déjà fournis, et puis nous aider à trouver parfois des éléments. Là, c'est un peu plus prospectif, c'est-à-dire d'être capable de nous trouver, à partir des éléments qu'on lui donnera, des choses qu'on n'aurait pas observées. Alors, l'exemple que je vais vous donner, on est toujours au slide, 2 slides après, là, il faut avancer. Voilà, on fait concrètement, on a mis en place des outils de process mining, donc vraiment analyser les processus. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut quand même rentrer des données pour les analyser. On fait du text mining, je vais donner des exemples, et on fait de l'échantillonnage maintenant. C'est-à-dire qu'on va regarder euh, un ensemble plus complet. Avant, on était limité. Là, maintenant, on commence à être vraiment concrètement, on peut faire des choses très intéressantes. On le fait sur l'analyse des contrats, on l'a fait sur le procurement, on l'a aussi fait sur les interactions orales ou les échanges écrits qui avaient eu lieu sur des plaintes, par exemple en règlement de sinistre au UK. Alors, 2 exemples concrets pour vous dire comment ça marche. Et pour ceux qui connaissent un peu, ça leur parlera. Gestion du collat en réassurance, pardon, je jargonne. Donc, c'est garanti que normalement, on peut demander pour se protéger du risque de crédit des réassureurs. On a à la fois dans nos traités et par réassureur, on a des bases techniques où on met des informations et on gère ça. Et on a des contrats repository où on a vraiment le dernier document signé. C'est important d'ailleurs parce que, en fait, dans le processus, les bases techniques sont rentrées un peu avant la signature. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'écart, sauf qu'il y a des écarts. Et donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a vu 3300 contrats, puisqu'on a autant de traités et de réassureurs. On a regardé les 3300 contrats et on les a comparés aux contrats repository vraiment signés. Et on a trouvé des erreurs, des écarts. Et ça, on n'aurait jamais pu le faire en regardant les 3300 contrats dans le passé. Là, on a fait une méthode d'OCR, donc d'analyse, plus du machine learning pour faire du traitement, pour reconnaître les clauses. Et on a traité tout ça. Ça a tellement intéressé la première ligne qu'ils ont demandé l'outil. On a fait la même chose en procurement. Donc, c'est un peu les mêmes idées. C'est qu'on va chercher, vérifier que les clauses clés sont bien là dans tous les documents, dans tous les contrats qui ont été émis. Et évidemment, vous voyez bien que l'avantage, c'est qu'on ne fait plus de l'échantillonnage. En fait, dans ce cas-là, on regarde la totalité de manière systématique. Alors, pour finir, et là, c'est un peu prospectif, et je dirais peut-être un petit mot pourquoi je suis prospectif et pourquoi je ne parle pas d'audit qu'on a fait intelligence artificielle. D'abord, les réflexions en cours et qui sont vraiment en cours, c'est utiliser l'IA pour la conformité et l'équité. Je vous disais, notamment, vous avez une variable qui est interdite. Vous essayez, si par exemple c'est le sexe et qu'on l'a par ailleurs, parce que si elle est interdite
on ne peut pas l'enregistrer là, il y a d'autres méthodes à utiliser. Mais là, par exemple, le genre n'est pas autorisé, et ben on va faire un modèle adversaire qui va essayer de retrouver le genre dans le modèle que vous avez mis en place. Il va essayer de le distinguer. S'il le distingue, c'est un problème. Vous avez tout ce qui est automatisation. Alors, ça, c'est un premier sujet qui est en cours. Qu'est-ce qui est en train de changer aussi? C'est que de plus en plus des fournisseurs et nous-mêmes, on est en train de se rendre compte qu'on peut automatiser une partie de la documentation et aider, en fait, sur les modèles traditionnels et la partie classification, j'allais dire plus, on peut aider à améliorer le modèle risk management, et donc ça peut être un élément dans le contrôle qui sera intéressant. On développe ce qu'on appelle les modèles cards, donc c'est un papier, je ne sais pas si je vous l'ai mis, c'est des idées sur le machine learning et sur les LLM pour avoir une vision régulière et structurée des principales caractéristiques d'un modèle et sur lesquelles on peut avoir des problèmes. Donc, je l'ai mis, c'est un peu petit, mais si vous voulez, je peux vous donner la référence de l'article sur lequel on travaille, nous, et bien sûr, on a avancé à notre manière, mais il y a un article de référence. Vous avez le développement de tout ce qui est MLOps et des LLOps, comme je vous l'ai dit, avec une construction de maturité, etc. Donc, qui va nous permettre aussi de suivre le niveau des entités. Il y a un sujet quand même qui est dans la réflexion en cours, c'est le traitement des jugements d'experts. Hors modèle interne, où là, il y a toute une gouvernance, mais c'est quand même un sujet sur lequel il y a une problématique, notamment de comment on peut mesurer leur pertinence, etc. Et puis sur les AI, sur GenAI, il y a tout ce qui est stabilité des résultats et évaluation du jugement. Donc là, on est en train de travailler dessus, et donc on a un PhD notamment sur ces sujets-là pour comprendre le niveau et pertinence du jugement selon les cas d'usage. Alors, si ça vous intéresse, il y a un papier assez intéressant Dissociating, qui est de 2024, qui est vraiment tout récent, qui est autour de Dissociating Language and Thought in Large Language Model. Donc, c'est la nature exacte de la capacité de raisonnement des LLM, parce que vous savez que normalement, attention is all you need, mais en fait, le LLM, ça fait juste de la prévision de ce qui vient après, et c'est encore une question ouverte. Et donc, nous, l'idée, c'est quand même de savoir à quel moment c'est pertinent et pas pertinent d'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui évidemment pour nous, les auditeurs, on ne va pas devenir des spécialistes de tous ces sujets, mais ça va nous impacter dans notre analyse, parce que le dernier point, par exemple, on n'est pas nous amené à réfléchir profondément à ces écarts, mais nous, ça sera intéressant de comprendre si les gens qui utilisaient le GenAI, ils l'ont utilisé de manière pertinente. Et c'est vrai que ce point-là, par exemple, est important. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est en contact régulier avec les équipes de la recherche d'AXA pour essayer de comprendre les points de contrôle, les points de risque qu'on doit analyser sur ce genre de sujet, parce qu'en fait, eux réfléchissent aussi au modèle risk management, à la façon d'auditer le modèle en première ou deuxième ligne. Et donc, évidemment, nous, ça va alimenter notre réflexion sur comment nous, on doit les regarder en troisième ligne. Alors, sur les derniers slides, j'ai essayé de résumer un petit peu et vous expliquer pourquoi c'était super de venir faire de l'audit quand on est actuaire aussi. Bon, d'abord, c'est vrai que, en fait, quand on regarde bien, on va continuer à faire de l'audit même avec l'intelligence artificielle. On va regarder un environnement de contrôle. Ça va devenir de plus en plus compliqué, mais à la rigueur, ça va nous obliger justement à se focaliser sur un processus et pas nécessairement toujours descendre dans le détail. Je vais évidemment pas aller voir les milliards de paramètres d'un LLM qui serait utilisé chez AXA. Les risques, ils évoluent. Voilà. Le point quand même important, c'est que les risques, les enjeux s'imbriquent de plus en plus. Donc, c'est difficile de se dire on va regarder que la partie modèle du modèle, parce qu'en fait, ce ne sont qu'une petite partie. Ce sont des modèles de plus en plus critiques, j'en ai parlé. Je vais donner quelques exemples aussi, parce que pour ceux qui connaissent, mais de plus en plus, les tarifs sont vraiment tirés des modèles. On a de moins en moins d'écarts commerciaux, en fait, parce qu'on passe en recherche online, purchase offline, ou en direct pour le retail, et donc, en fait, ça a limité énormément. Et donc, c'est le modèle qui devient important. Pareil, sur le commercial line, il y a beaucoup de pilotage, beaucoup de choses qui font que c'est très important. On a vraiment des nouvelles opportunités. On a cette évolution des charges, et ça a été assez vocal, mais il faut vraiment être meilleur dans l'analyse de nos risques, et c'est ce que dit aussi le rapport d'Engrené d'ailleurs, et puis FRS 17. Voilà. Donc, moi, l'impression que j'ai aussi, c'est peut-être aussi un message, c'est qu'il va falloir que sur la partie pas modèle interne ou pas Solva 2, qu'il y ait un renforcement du modèle risk management. Souvent, les acteurs n'ont pas le temps
de documenter, de suivre la performance de leur modèle. Et donc, il y aura un problème quand même sur les modèles critiques d'avoir un peu plus de contrôle à leur niveau. Et en tout cas, je pense que c'est ce qui va arriver de plus en plus, aidé par des choses comme le règlement européen. Et donc, par rapport à nous, donc c'est par rapport à la question tout à l'heure, nous, on forme les actuaires sur l'IA, mais on les forme aussi sur les enjeux traditionnels, c'est-à-dire qu'on va leur donner des canevas. Donc, je vais répondre peut-être un peu à la question de tout à l'heure, pour qu'un actuaire qui n'est pas un spécialiste reserving sache quand même c'est quoi les endroits où il y a des problèmes ou les endroits où il y a des risques. Voilà. Et donc, on essaie d'avoir des référents qui vont les aider à construire des outils qui ne sont pas des tick the box, qui sont plutôt des outils de compréhension d'un processus sur le reserving, d'un processus sur le pricing, en retail, en commercial line, et de comprendre là où sont les enjeux. On le fait avec les premières lignes d'ailleurs, hein, la construction du canevas. Travailler en équipe pluridisciplinaire pour analyser ce que je disais de manière performante, un modèle de plus en plus, enfin, un environnement de plus en plus complexe, et bien comprendre les enjeux des métiers, en fait, pour bien comprendre les risques. C'est pour ça qu'on a besoin d'actuaires ayant du recul et qui ne sont pas être uniquement regardés. À la rigueur, ça ne m'intéresse pas trop qu'il s'intéresse, qu'il aille dans le détail de comment il a évalué son GLM. C'est vraiment beaucoup d'autres choses qui vont être importantes. Normalement, on espère mais on peut le vérifier quand même, que la première ligne a bien contrôlé que le gars qui fait un GLM, il le fait correctement. Mais c'est souvent pas là qu'est le problème, en fait. Voilà, j'ai été très long et je prends les questions maintenant. Alors, en revanche, je veux bien qu'on me les pose. Bah, merci beaucoup, Philippe. Nicolas, tu peux peut-être, on a mis toute une série là, je te laisse commencer. Alors, comme honneur aux participants, il y a Emmanuel qui posait une question, notamment sur les différences de plaques. Comment voyez-vous l'IA dans des pays comme la Chine? Pensez-vous que l'IA va imposer plus de transparence dans les données? Quid de l'éthique? Donc, Alors, sur la la question Chine, en une, mais j'en sais rien. On a quand même une problématique très particulière parce qu'il y a des règles pas de data privacy, mais de data d'échange de données. C'est-à-dire qu'il faut toujours que les systèmes soient autonomes en Chine. C'est-à-dire que s'ils coupent toutes les frontières, tout soit là-bas. Donc ça complique un peu les choses. Mais honnêtement, non, je ne peux pas répondre à cette question. J'en sais rien. En plus, sur des pays où on est comme Hong Kong, tout ça, voilà, ça devient un peu compliqué. Mais on n'en est pas là parce que les problématiques que pour l'instant on a, en plus des pays un peu moins matures sur certains sujets, c'est déjà d'avoir des bonnes données d'assurance, hein, honnêtement. Mais je ne sais pas répondre à la question. alors, je rebondis ensuite sur la côté pour l'audit, c'est bien d'avoir des seniors. Aujourd'hui, on voit qu'aux US, des jeunes actuaires ont parfois du mal à trouver du boulot, donc demain, ils auront du mal à devenir seniors. Mais est-ce que finalement, même si je suis jeune actuaire, ça serait intéressant que j'ai déjà les bonnes pratiques de l'audit, me poser les bonnes questions, même si... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup réfléchi parce que il faut en avoir un ou deux et parce que parfois on fait de la reperformance aussi. Donc là, on a besoin parfois de, entre guillemets, petites mains de luxe, hein, qui feraient vraiment tourner des modèles, etc. Mais moi, ce que je dis, et je vais presque taper contre mon camp, mais quelqu'un qui sort de l'actuariat, qui a fait ses études, qui va directement à l'audit, il va être frustré parce qu'il va pas faire de prod, il va pas trôner de solution, il va regarder ce que font les autres. Alors c'est exactement ce que tu dis, c'est très intéressant parce que je pense que c'est très formateur. Moi, je me suis dit, c'est dommage, j'ai 60 ans, j'aurais bien aimé faire l'audit avant parce que ça m'aurait appris à prioriser, à écrire, à rédiger correctement, vraiment, parce qu'il y a une vraie culture de l'écrit, hein, sur l'audit, d'ailleurs qui se fait en Word, hein, jamais en PowerPoint, parce que tu vas vraiment expliquer la logique, ton narratif, etc. Et ça donne une vision très panoramique aussi des choses, donc ça peut être intéressant. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a pris des auditeurs juniors et souvent, ils nous ont quittés très vite pour aller faire, on les a recasés chez AXA France ou ailleurs parce qu'ils voulaient faire de la prod. Donc, très bien, on peut en prendre un ou deux, mais je pense qu'ils sont très vite frustrés, c'est normal. Alors que quand on prend un actuaire qui a blanchi sous le harnois pendant 12 ans, qui a fait beaucoup de productions, IFRS maintenant, ou du reserving, et qui juste a envie d'un peu de lever le nez du guidon. En revanche, lui, il se dit 3 ans à l'audit, c'est très bien.
je vais faire de la stratégie, parce qu'en plus, je ne vous ai pas dit, on fait quand même aussi des audits sur des sujets stratégiques. Donc, on prend aussi des acteurs parce que parfois, c'est entre les deux. Donc, ils ne sont pas uniquement bloqués sur les modèles. Là, on a fait une présentation sur les modèles, mais ils sont sur des sujets de souscription, de stratégie, de politique, de stratégique. Et je ne peux pas rentrer dans les détails parce que parfois, c'est confidentiel, mais des sujets passionnants et qui n'auraient jamais vu quand ils sont accessoirement en plus dans mon équipe, ils se retrouvent parfois en face de Frédéric de Courtois. Et là, ça va être encore le cas vendredi. Donc, un gars qui a toujours été en opération, il va se retrouver face au directeur général adjoint pour lui poser des questions de stratégie. Et parfois même lui faire un audit, c'est encore pire. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant à ce moment-là dans sa carrière. Je ne suis pas sûr qu'un jeune actuaire y retire le même plaisir. Surtout, on ne pourra pas le mettre en lead sur les projets souvent parce qu'il ne sera pas capable, par exemple, d'aller de piloter tout seul un audit et d'aller interroger Frédéric de Courtois ou demain Jean-Baptiste Tricot, patron des investissements, etc. Parce qu'il sera trop juste. Donc, il sera toujours en retrait et il fera pas de prod. Donc, voilà. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est de se dire, même se projeter en disant que même si aujourd'hui je suis jeune actuaire, je vais modéliser, je vais être les mains dans le cambouis, que je commence déjà à me projeter en me disant, il y a des compétences qui me serviront dès à présent, mais Oui. aussi. Brigitte, tu avais des questions, tu as repéré des questions? Alors, dans les questions, je pense qu'on les a bien Ah. croisées. Il y en avait une sur les compétences clés que les auditeurs doivent développer. Je crois qu'on a quand même pas mal répondu à la question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Non, parce que après, et d'abord, j'ai pas la science infuse et je suis encore en train d'y réfléchir, mais en plus, il faut avoir une équipe un peu pluridisciplinaire, mais il faut quand même partir du fait qu'on va couvrir beaucoup de sujets dans n'importe quelle équipe d'audit, hein, même à chaque Safrance ou au groupe, ou etc., et qu'il ne pourra jamais être un expert de tout. Donc, il faut vraiment qu'il ait ce qu'on disait, ce petit profile, cette capacité à. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit légitime. C'est-à-dire que quand il discute avec un spécialiste, par exemple, il est ALM, dans notre cas, il va discuter avec un spécialiste du modèle 4. Moi, je suis rentré sur le sujet et j'ai posé des questions et j'ai bien vu que les questions que je posais, les gars disaient, bah, tiens, elles ne sont pas idiotes, ces questions. Et que je comprenne ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si tu leur expliques ce que c'est qu'une variance, si tu leur expliques ce que c'est qu'un processus de modélisation, qu'une loi stochastique, ça ne va pas aller. Parce que là, les gars vont dire, bah, attends, il m'envoie quelqu'un, il faut lui expliquer de trucs de A à Z. En revanche, quand tu poses une question ensuite, mais pourquoi vous avez utilisé telle, fonction pour modéliser votre vulnérabilité? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Là, c'est une très bonne question, en fait, parce que d'ailleurs, c'est souvent des très bonnes questions et il faut voir comment y répondre. Mais en revanche, tu dois pas te faire expliquer ce que ça veut dire de modéliser une loi, ce que c'est qu'une loi, voilà, un générateur de scénario aléatoire, etc. Ça, il faut que tu sois déjà au courant. Et une fois que tu as ça et que tu as la capacité à poser des questions, je pense que ça suffit. Je rebondis sur une question, puisque Mohamed est preneur de l'article de référence pour l'automatisation de la documentation. On voit bien qu'il y a une multitude d'études qui sortent et on n'a pas forcément le temps de les digérer, etc. Est-ce qu'il y a un knowledge management ou en gros une sorte de partage de, tiens, j'ai vu un article ou autre, ou de bonnes pratiques, ou finalement il n'y a pas forcément le temps pour ça? Alors, je ne sais pas, nous, on a une équipe qui est un peu dédiée à ça, hein, qui est au niveau du Chief Data Scientist du groupe, hein, que j'avais recruté à l'époque, donc avec qui j'ai encore des relations. Donc, il me passe parfois certains articles. Après, c'est aussi des. Aujourd'hui, je ne vais pas donner de nom, mais nous, on a rencontré des fournisseurs de data science qui offrent des plateformes d'automatisation de la documentation, par exemple, hein, des plateformes qui sont très spécialisées en data science sur des modèles plutôt de classification. Hein, mais par exemple, on est capable aujourd'hui de sortir 70%, enfin selon eux, 70% de documentation automatiquement. Autrement dit, le modèle avec son suivi dans le temps, les différentes performances, les différentes variables utilisées, etc. Donc ça existe de plus en plus. Et ça, si vous rencontrez des fournisseurs, il y en a, hein, qui travaillent là-dessus. Et ça devient de plus en plus parce que tous ces fournisseurs autour de la data science qui ont d'abord construit des modèles et des plateformes, alors c'est pas lui, donc je vais donner son nom, mais comme Dataiku, qui est français, mais l'équivalent, dans les équivalents, ils ont d'abord construit des plateformes où ils vendaient en fait un peu le concurrent de SaaS, on va dire, SaaS d'il y a 20 ans là.
Et maintenant, ils sont en train de monter sur la partie audit conformité, en fait. C'est-à-dire la partie comment je vais gérer mon modèle. Et ces gens-là, ils vous proposent des solutions, par exemple. Donc, si vous, parce qu'il y a les articles, donc je vais vous donner référence après, mais les articles, par exemple, ce modèle carte, ils vous donnent la structure de ce qu'il faudrait faire, mais ils ne vous donnent pas clé en main une architecture technique pour pouvoir automatiser vos calculs. Alors que ceux dont je parle après, c'est vraiment des gens qui parlent de comment on automatise tout ce qui est modèle risk management, enfin une grosse partie du modèle risk management. Alors pourquoi je pose la question aussi, c'est que on voit bien toutes les évolutions de réglementation, Data Act, etc. Et ce matin, il y avait un atelier French Corporate Community sur le climatique. Et on échangeait avec quelqu'un Météo France qui ne savait pas qu'au niveau CatNat, il y avait des intérêts d'avoir des informations standardisées. Parce qu'il y Ah a besoin oui. de Alors savoir. nous, on a Péril, hein, vous savez, on a une espèce d'association de réassureurs dans laquelle Oui, AXA oui, non, est. non, mais alors que c'était quelqu'un de Météo France qui était sur son sujet de Hmm. standardisation des données, qui avait pas, c'est pas une critique, hein. Il n'avait pas cette information, donc on lui a passé, mais c'est là, ça rejoint la logique d'être pluridisciplinaire, se dire finalement, je peux pas tout savoir et je veux pas non plus tout savoir, sinon Oui, je peux. et d'ailleurs, par rapport à votre question aussi, je ne l'ai pas dit, mais chez nous, il y a une entité qui est en avance sur le modèle risk management, c'est AXA IM. Parce que les financiers, ils ont des contraintes, je pense, plus fortes. Et ils avaient déjà, le modèle risk management, ça c'est très concret, identifier les modèles critiques, suivre la performance des modèles critiques, les gérer, contrôler leur qualité, etc., comment ça a été fait, la gouvernance. Enfin, il y a toute une procédure, hein. Et en fait, alors moi, je n'ai pas été voir tous les autres, mais je pense que les gestionnaires d'actifs, les gens qui viennent du monde financier, ils sont beaucoup plus, plus avancés là-dessus. Oui, parce que typiquement sur le climat, excuse-moi, sur le climatique, il y avait, bon là j'étais dans un atelier avec la Caisse des dépôts et consignations, donc avec des enjeux d'évaluation de sinistres. La Banque de France recrute pas mal de personnes en ce moment justement pour mieux modéliser tout ça. Et donc finalement, on est parfois peut-être entre guillemets en retard en assurance, paradoxalement par rapport à l'asset. Pardon, excuse-moi Brigitte. Oui, ça revient, genre, on parlait des modèles critiques et des définitions. Ça rejoint une question qui est posée par un des participants sur les problèmes de définition qui sont évidemment toutes, pas toutes en ligne et comment AXA gère ses propres définitions par rapport à celles de l'IACT, par exemple. Alors, l'IAC, ce n'est pas encore complètement décliné, hein. Donc, il y a un débat sur les modèles GLM, par exemple. Donc là, nous, on a un Public Relations, on travaille, on fait de l'influence, on pourrait dire, hein, pour essayer d'éviter que ça soit dedans. Et après, les définitions, on les appliquera. Enfin, les textes sont assez clairs sur les obligations qu'il faudra avoir. Aujourd'hui, c'est surtout de savoir ce qui va aller dedans, quoi, parce que s'ils mettent les modèles linéaires généralisés comme des modèles d'IA, bah, c'est sûr que ça va. Il y a des gens qui vont le sentir passer au niveau des actuaires, hein, parce que aujourd'hui, les actuaires, autant sur le modèle interne, pour ceux qui ont des modèles internes, il y a une vraie mécanique très lourde d'ailleurs, hein, en fait, j'appelle de modèle risk management, où il y a vraiment des politiques de validation, des gouvernances de changement, etc. Voilà, plein de choses qui sont faites. Autant, on le sait bien, les modèles qu'utilisent les actuaires en opérationnel, ben, souvent, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Et donc, il y en a peut-être qui le font, tant mieux pour eux, mais on n'est pas à ce degré-là, parce qu'ils n'ont juste pas le temps, hein. En reserving, par exemple, j'ai jamais vu des actuaires présenter quand ils ont projeté leurs 300 ou 400 triangles, d'avoir un tas de méthodes de suivi de la performance de ceci, de cela, parce qu'ils n'ont juste pas le temps. Donc demain, en tout cas sur la vie et la santé, si jamais les GLM passent il y aura il y aura ne serait-ce que juste le stockage. J'avais regardé l'article 12, c'est incroyable tout ce qu'il va falloir garder. Donc, ça va changer les choses. Mais aujourd'hui, nous, on se bat juste pour que les GLM ne soient pas considérés comme l'intelligence artificielle. Et on peut d'ailleurs remarquer le caractère orthogonal entre le RGPD et l'IAACT, parce que l'IAACT pousse à stocker énormément de données, alors que Oui, la logique du RGPD, c'était la frugalité. c'est vrai, tu as raison. Alors, c'est les logs hein, qui demandent de stocker, notamment. Faudra voir aussi ce que ça veut dire exactement, mais il faut garder beaucoup, beaucoup de traces pendant une durée de vie incroyable, hein. Voilà, mais tu as raison, il y a une petite contradiction. Mais
Et il y a une petite contradiction aussi avec les définitions, parce que normalement, un GLM, il n'apprend pas, une fois que tu l'as mis en production, ça ne bouge plus, hein, normalement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas fixé. Donc, par rapport à la question, moi, je ne vois pas tellement ensuite de zones. À vrai dire, les autres sujets, on sera en lot, et donc il n'y aura pas grand-chose de plus. Ça ne changera pas énormément. C'est vraiment pour l'instant, nous, ce qu'on voit pour l'instant, ces sujets-là. Et évidemment, après, tout ce qui sera fait en Gen AI dans le futur, où là, il y a aussi des débats entre est-ce qu'on sera déployeur ou, alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, implémenteur et déployeur. Là, il y a deux catégories et on se demande à quelle sauce on sera mangé parce qu'il y a des cas, et c'est pour ça que je vous avais présenté les 3 cas, il y a des cas où on est entre les deux, hein. Et peut-être qu'on aura même les 2 statuts à ce moment-là. Oui, mais c'est un peu comme data user ou data holder Oui, en c'est ça, Managed Data exactement. Access. À un moment donné, si j'ai donné mes données, enfin, si j'ai récupéré les données, je deviens détenteur, alors qu'avant, enfin, Mais tu utilises un modèle LM pour faire du computable contract. Est-ce que tu considères que la partie intelligence artificielle, c'est t'es déployeur d'un truc ou est-ce que tu fais qu'implémenter? Voilà, c'est pas. et tu vois, on a fait alors, on a mené une enquête chez nous auprès de nos fournisseurs pour déjà savoir s'ils faisaient de l'IA dans leur, ou prévoyaient de faire de l'IA dans les Ouais, applicatifs qu'on utilisait. Parce ouais. qu'on n'aurait pas forcément prévenu. Donc, il y a aussi cette logique de tracking, même de savoir ce que font tes fournisseurs. D'ailleurs, j'aurais dû vous dire que la présentation était faite avec un peu d'IA. J'ai traduit certains trucs pour gagner du temps avec Secure GPT. Parce que moi, toutes mes présentations d'habitude sont en anglais, hein. Alors, je vais faire la vilaine personne, mais comme je crois que tu avais une limite Oui, j'ai une limite. Moi, il faut que je m'arrête. on Ouais, l'a déjà dépassé. ouais. Je crois qu'il va falloir conclure. En tout cas, on te remercie. Mille excuses pour les personnes pour lesquelles la réponse n'a pas été donnée, parce que je crois qu'il y a peut-être quelques questions auxquelles... Globalement, Mais je pense qu'on a après, je peux y répondu répondre globalement. après, hein, si vous voulez. Vous me les envoyez et je verrai ce que je peux dire. D'accord. Ok. Et puis donc un grand merci Philippe. Hein, c'était vraiment très très intéressant, plein dans nos préoccupations actuelles. Et bah, merci. On te reposera peut-être quelques questions. Hein. Et en tout cas, ça a passionné les gens parce que nous sommes encore à 100 personnes, donc il y en a quelques-uns qui sont partis, mais quand même, ça montre l'intérêt pour ce sujet qui n'est pas dans les habitudes des actuaires. Et de mon point de vue, il faut que ça vienne parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la manière dont on travaille en première ligne, c'est très intéressant pour la troisième ligne. Et donc, il n'y a pas de divergence entre la manière de prendre les problèmes quand on est en troisième ligne ou quand on est en première ligne. Il faut s'atteler au sujet, le comprendre où sont les risques. Et donc, cette approche par les risques que tu as décrits, je pense que c'est très, très important que les actuaires s'en imprègnent, prennent bien conscience de ça. Je sais pas, tu as un mot de la Non, fin mais merci. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, un acteur de première ligne qui va faire de la troisième ligne, qui descend en première ligne, il est enrichi. Ben C'est-à-dire oui, qu'il travaillera un peu différemment en première ligne. Et merci à tous. Et vous avez bien compris que j'ai apporté des questions, mais pas toujours des réponses. C'est bien malin qui aujourd'hui peut donner des réponses sur l'IA. Peut-être un dernier point quand même. J'ai dit, on a fait peu d'audits sur vraiment de l'intelligence artificielle parce que en fait, l'accès à la donnée reste compliqué et que sur la partie, je disais, actuarielle, c'est quand même encore un peu limité, honnêtement. Ça se développe, mais ça reste encore un peu limité. Et donc, peut-être que dans 2, 3 ans, je ne vous dirai pas la même chose. très bien. Et ben Donc, à voilà, suivre. mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, et bonne soirée à tous. Merci. Au Merci. Au revoir. revoir.